Le samedi 16 mars 2024, l'atelier d'histoire critique recevait la géographe brésilienne Larissa Bombardi pour la présentation de son ouvrage « Pesticides, un colonialisme chimique » paru en début d'année 2024 aux éditions Anacaona. Les pesticides font tristement partie de notre quotidien car ils sont présents dans l'eau et l'alimentation de toute la population, ou presque. Cet usage massif, nocif pour la santé humaine et l'environnement, est une conséquence directe de la mondialisation de l'agriculture et n'a pas les mêmes conséquences selon que l'on habite dans le nord de la planète, au cœur des pays privilégiés, ou dans le sud global. Le Brésil en est le parfait exemple. Il est le plus gros consommateur mondial de ces substances. Mais au Brésil, la production agricole a cessé d'être synonyme de production d'aliments. Le soja, ce grain exotique que personne ne mange, est en passe de devenir la première culture agricole à régner du nord au sud du pays. Comment est-ce possible qu'un unique système agroalimentaire domine physiquement et idéologiquement toute la planète avec de telles conséquences sur un pays comme le Brésil? C'est ce que nous allons voir de suite dans cet entretien. Bonne écoute. Voilà, alors à la table, il y a donc Larissa, qui est géographe et qui vit maintenant à Bruxelles. Donc peut-être qu'on sera amené dans la discussion à expliquer pourquoi elle est en Europe, pourquoi elle vit désormais en Europe. Et Paula, qui est à la fois son éditrice et qui sera la traductrice pour la discussion d'aujourd'hui. Ça va ? Ouais. Voilà, donc alors je vais commencer par... on va rentrer dans le vif du sujet. Quand on ouvre le livre de Larissa, on a une petite note sur l'importance des mots qu'on utilise. Et c'est vrai que quand on parle des pesticides, que ce soit des fongicides, des herbicides, des insecticides, on a tout un champ lexical plutôt euphémisant qui apparaît, du genre produits phytosanitaires, ce genre de choses. Et en fait, il est dit en introduction qu'il existe au Brésil une dénomination qui a priori est native du Brésil, ou en tout cas au moins de l'Amérique latine, qui, à la place d'utiliser ces mots-là, utilise le mot agrotoxique, pour qu'on soit tout à fait clair sur ce dont il s'agit. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur l'origine de cette dénomination agrotoxique et pourquoi pour toi c'est fondamental de parler avec les bons mots? Porque é fundamental falar com as palavras certas. Boa tarde. Bonjour. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa tarde, dividindo as reflexões que eu trouxe nesse livro. Donc, je voulais dire que je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous cet après-midi pour partager les réflexions dont je parle dans ce livre. Obrigada, Nicolai, e obrigada, Paula, por terem proporcionado esse momento. Donc, merci à Nicolas et merci aux éditions Anacaona d'avoir permis ce moment. Bem, a palavra agrotóxico, que é o termo que a gente usa no Brasil para pesticidas. Donc, effectivement, le mot agrotoxique, c'est le mot qu'on utilise au Brésil pour parler des pesticides. Que é uma palavra absolutamente potente do ponto de vista político. Et c'est un mot qui est absolument puissant d'un point de vue politique. Porque agrotóxico já traz em si a ideia de que são substâncias tóxicas por princípio. Parce que le mot agrotoxique porte en soi le sens que ce sont des produits qui sont toxiques en eux-mêmes. Porque pesticidas, sobretudo em português, peste é uma coisa ruim. Também é a palavra que a gente usa para falar do diabo. Parce que pesticide, en particulier en portugais avec la racine peste, c'est effectivement quelque chose qu'on utilise, notamment peste, c'est quand on veut parler du diable. Então, falar em pesticida pode parecer uma coisa boa. Donc, parler de pesticide, comme si on voulait tuer le diable, ça peut paraître quelque chose de bien. Mas não é. Então, na verdade, essa palavra agrotóxicos foi criada por um professor da Escola de Agronomia da Universidade de São Paulo. Donc voilà, mais ces pesticides sont toxiques et c'est pour ça que ce mot agrotoxique a été créé par un professeur d'agronomie de l'Université de São Paulo. E 2 anos depois foi a palavra escolhida no momento da abertura política no Brasil para définir a lei que se chama Lei de Agrotóxicos. Et quelques années plus tard, 2 ans plus tard, ce mot agrotoxique a été utilisé pour parler de la législation sur les pesticides qui au Brésil s'appelle législation sur les agrotoxiques. Bom, enfim, seria uma palavra para ser adotada pelo mundo. Et donc je pense que c'est un mot qui pourrait être adopté dans le monde entier. Alors on n'a pas l'habitude de l'utiliser, mais on va le faire cet après-midi, donc alternativement on utilisera agrotoxique, pesticides. J'essaierai de faire de mon mieux pour utiliser les mots qui comptent. Alors la réflexion que tu proposes dans l'ouvrage s'inscrit dans les pas d'un écrit assez important, qui est celui de Rachel Carson,
Alors c'est un texte qui est paru en 1962, qui est assez connu, qui s'appelle Printemps silencieux, et qui déjà en 1962 anticipait les méfaits combinés des agrotoxiques dans l'utilisation de l'agriculture. Voilà, donc là c'était une réflexion états-unienne, Rachel Carson est américaine. Je résiste pas juste à la tentation de lire l'extrait qui est en exergue. Il y a une citation de Printemps silencieux qui fait à la fois l'introduction et aussi la conclusion de l'ouvrage. Puis après, je te poserai la question, pourquoi ce choix d'inscrire ta réflexion dans la continuité de Rachel Carson? Et juste pour te mettre sur la piste de ce que j'ai envie d'entendre développer, il me semble que l'idée aussi que tu sois une femme est importante pour toi. Donc les citations de Printemps silencieux, donc je vous répète, 1962. Et puis, un mal étrange s'insinua dans le pays et tout commença à changer. Un mauvais sort s'était installé dans la communauté, de mystérieuses maladies décimèrent les basses-cours. Le gros bétail et les moutons dépérirent et moururent. Partout s'étendit l'ombre de la mort. Les fermiers déplorèrent de nombreux malades dans leurs familles. En ville, les médecins étaient de plus en plus déconcertés par de nouvelles sortes de dégénérescences qui apparaissaient chez leurs patients. Il survint plusieurs morts soudaines et inexpliquées, pas seulement chez les adultes, mais aussi chez les enfants, frappés alors qu'ils étaient en train de jouer et qui mouraient en quelques heures. Il y avait un étrange silence dans l'air. Les oiseaux, par exemple. Où étaient-ils passés? On se le demandait avec surprise et inquiétude. Ils ne venaient plus picorer dans les cours. Les quelques survivants paraissaient moribonds, ils tremblaient, sans plus pouvoir voler. Ce fut un printemps sans voix. Pourquoi ce choix, du coup, d'inscrire ta réflexion dans ce mouvement-là? Bom, por dois motivos. Donc pour deux raisons. Primeiro, porque a Raquel Carson denunciou há 60 anos os malefícios dessas substâncias. Donc d'abord parce que Rachel Carson, elle dénonçait il y a 60 ans les maléfices de ces substances. Que foram sistematicamente negados e têm sido negados até hoje. Mais ces dénonciations, elles ont systématiquement été niées et encore aujourd'hui elles le sont. E pelo fato dela ser uma mulher, et le fait que ce soit une femme, ela foi o seu conhecimento também foi negado por aspecto que eu poderia chamar de misoginia. Ses connaissances et sa science a aussi été niée par ce que j'appelle de la misogynie. Ela foi chamada de louca e de histérica. On l'a traitée de folle et d'hystérique. E 60 anos depois, a gente tem a comprovação exatamente do que o que ela dizia era o que está acontecendo do ponto de vista ambiental e da saúde humana. Et 60 ans plus tard, on a aujourd'hui la preuve, d'un point de vue de la santé humaine, d'un point de vue environnemental, que ce qu'elle avançait se produit aujourd'hui. E a palavra histérica é uma palavra que vem do grego, que quer dizer útero. Então, et le mot hystérique, c'est d'ailleurs un mot qui vient du grec, qui veut dire utérus. Então, há uma desqualificação do conhecimento científico da Rachel Carson porque ela era mulher. Et donc, il y a une dévaluation de la connaissance scientifique de Rachel Carson parce qu'elle était une femme. E hoje tem movimento muito importante na Argentina que se chama As Mães de Ituzaingó. Et donc aujourd'hui en Argentine, il y a un mouvement très important de femmes qui s'appelle les mères de Ituzaingó. E elas foram chamadas de as loucas de Ituzaingó. Et elles aussi, ces femmes, on les a appelées les folles de Ituzaingó. Então a gente está numa sociedade em que quando as mulheres se organizam politicamente são chamadas de loucas. Donc on vit dans une société en fait où quand les femmes s'organisent politiquement, on les appelle des folles. Então por isso a escolha da Rachel Carson para começar a obra. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi Rachel Carson pour commencer ce livre. Il y a une chose dont on reviendra, sur laquelle on reviendra sûrement par la suite, mais l'idée que les femmes soient en première ligne du combat contre les agrotoxiques, c'est sans doute pas un hasard. C'est lié aussi à la division genrée du travail de reproduction sociale dans nos sociétés, que ce soit les sociétés européennes ou en Amérique latine, où en fait c'est souvent les femmes qui sont les premières à constater, voire même à éprouver physiquement l'ingestion de ces poisons, que ce soit au moment de leur grossesse ou parce qu'elles sont davantage en charge d'élever les enfants. C'est souvent elles, un peu, moi, en lisant ça, je me suis dit, ouais, c'est un peu comme les femmes françaises dans la Révolution française. Il y a pénurie de pain, c'est les premières dehors, parce que c'est elles qui sont en charge du travail de reproduction sociale, en fait. Et donc, c'est pas un hasard qu'on retrouve les femmes dans ces combats-là. Não é por acaso que a gente vê essas mulheres nesses combates contra a Sim, exatamente, porque por um lado é no
corpo das mulheres em que muitos dessas mazelas, desses males ocorrem. Oui, donc c'est effectivement par hasard, parce que très souvent, c'est dans le corps des femmes qu'aussi tous ces maux, se reflètent. Por exemplo, por meio dos abortos involuntários, das gestações de crianças com malformação fetal. Donc, et ça va se traduire, par exemple, par des fausses couches spontanées, par des malformations fétales. E porque as mulheres, justamente por causa da divisão sexual do trabalho histórica, são encarregadas do cuidar. Et aussi parce que, à cause de la division historique du travail, ce sont les femmes qui sont chargées de s'occuper après des gens malades. E são elas que estão lidando diretamente, justamente com a alimentação e com a reprodução da vida, as primeiras a tomar consciência dos efeitos dessas substâncias. Et parce que aussi, ce sont les femmes qui sont chargées de l'alimentation, notamment, ce sont les premières à constater l'effet de ces substances. E de se preocupar também historicamente em função dessa carga do cuidar com as gerações futuras, com as crianças, com a alimentação, com o amanhã, com os filhos, com os netos. Et aussi à cause de cette division qu'on leur impose, ce sont les premières à se préoccuper aussi du futur, des générations à venir, des enfants, de ce qu'on va leur donner à manger, du lendemain. Merci. Alors, on va continuer à développer. Alors, une des premières réflexions ici dans le livre, c'est ce que tu déplores. Alors, je sais que Paula a fait une vidéo il y a 2-3 jours pour mettre en avant la dimension intersectionnelle du travail de Larissa, et c'est absolument vrai. Donc, on voit que vous allez retrouver ça un petit peu dans la manière dont on va structurer l'échange. Mais là, une des choses que tu constates au début du livre, c'est tu réfléchis sur le statut de l'agriculture en régime capitaliste globalisé. Il faut utiliser les mots qui conviennent. Et la première chose que tu dis, c'est qu'en régime capitaliste, on ne produit pas des aliments, on produit des commodités. On produit, peut-être qu'en français on dirait peut-être de la marchandise en fait, on produit une marchandise. Alors tu donnes une définition de ce que c'est qu'une commodité, par opposition à ce que devrait être un aliment. Une commodité, c'est un produit brut, faiblement transformé, de qualité uniforme, facilement stockable et destiné au commerce international. C'est-à-dire qui n'est pas destiné à nourrir les populations locales, il est bien destiné à l'exportation. Et je reprécise que la discussion de cet après-midi porte sur un des géants de l'agriculture mondiale qui est le Brésil. Donc quand on dit que l'on parle de commodité, c'est qu'une grande partie de l'agriculture brésilienne est une agriculture d'exportation. Est-ce que tu peux revenir sur ça, sur comment le capitalisme, comment les rapports marchands transforment les aliments en marchandises? Comment o capitalisme transforma o alimento em commodities? Bem, vou voltar um pouco na história para entender esse movimento do capitalismo. Donc en fait, je vais faire un petit retour en arrière pour qu'on puisse comprendre le moment actuel du capitalisme. No desenvolvimento do capitalismo, o capitalisme avançou muito na indústria. Donc dans le développement du capitalisme, en fait, le capitalisme s'est au départ surtout développé dans l'industrie. Onde é possível controlar os processos de trabalho. Parce que dans l'industrie, c'est facile de contrôler les processus de travail. Padronizar os produtos. De normaliser les produits. Controlar o tempo de trabalho. De contrôler le temps de travail. O tempo de produção. Le temps de production. O que é praticamente impossível na agricultura porque a gente lida com os ciclos da natureza. Ce qui est quasiment impossible à faire dans l'agriculture puisque là on agit avec les cycles de la nature. Então, durante 2 séculos, o capitalismo praticamente não avançou na agricultura. Donc, pendant 2 siècles, on peut dire que le capitalisme n'a pratiquement pas avancé dans l'agriculture. Mas, a partir da metade do século passado, a partir da Segunda Guerra Mundial, alguns avanços tecnológicos permitiram com que o capitalismo avançasse de forma indireta na agricultura. Mais à partir des années 50, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les avancées du capitalisme ont fait qu'il a pu progresser dans l'agriculture, mais de façon indirecte. O que foi chamado de Revolução Verde, entre aspas. Ce qu'on a appelé la Révolution verte, avec plein de guillemets. Quer dizer, o que foi a Revolução Verde? A Revolução Verde foi a proposta capitalista para resolver o problema da fome. Parce que qu'est-ce que c'était la Révolution verte? C'était la proposition capitaliste pour résoudre le problème de la faim. Então, o que tinha por trás dessa ideia era de que a gente não precisa de uma revolução do âmbito da esquerda, uma revolução socialista. A tecnologia vai resolver o problema da fome. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette idée de révolution verte? C'est qu'au final, il n'y avait pas besoin de révolution rouge, de révolution communiste. C'était la technologie qui allait résoudre le problème de la faim. Então, o que passou a acontecer é que as indústrias que
que são as indústrias do setor farmacêutico, do setor agroquímico, Et donc les industries du secteur pharmaceutique, du secteur agrochimique, elas passaram a controlar os territórios sem que elas estivessem diretamente inseridas no processo de produção agrícola. et ben, ces industries se sont mis à contrôler les territoires du sud du Brésil sans qu'elles soient pourtant directement insérées dans le processus. Então, por meio dos fertilizantes químicos, Donc elles vont faire ça par le biais des fertilisants chimiques, dos agrotóxicos, par le biais des agrotoxiques, dos maquinários agrícolas, des machines agricoles. essas indústrias controlam uma parcela da renda da terra, quer dizer, dos rendimentos da agricultura. Et ben en fait, ces industries vont contrôler par tout cela une partie des revenus de l'agriculture. Então, quanto maior a escala dessa produção, quanto mais monocultura, mais lucrativo para essas grandes empresas. Et donc plus grande est l'échelle de cette agriculture, plus grande est l'échelle de cette monoculture, plus ces entreprises vont pouvoir faire des profits. Porque justamente a monocultura ela vai no caminho contrário da própria estrutura da natureza. Parce que la monoculture, elle va justement dans le chemin inverse de la propre structure de la nature. A natureza é em si biodiversa. La nature est en soi biodiverse. Então, quando você impõe à natureza a monocultura, Donc quand vous imposez à la nature une monoculture, você obviamente oferece para os insetos ou para as chamadas pragas uma facilidade enorme de que eles avancem sobre esses cultivos. et ben en fait, vous allez offrir aux insectes ou à tout ce qu'on appelle les nuisibles une facilité énorme pour qu'ils puissent pénétrer dans ces cultures puisque c'est de la monoculture. E por outro lado, quando você tem essa agricultura que utiliza fertilizantes químicos que são baseados em 3 minerais, Et d'un autre côté, quand vous utilisez des engrais chimiques qui sont basés en gros sur 3 minéraux, potencialmente essas plantas elas serão doentes, elas serão suscetíveis a fungos, a ataques de insetos, a diversas doenças. et ben les plantes qui vont pousser sur ces sols, elles seront susceptibles d'être plus touchées par les champignons et par les nuisibles. Então, por isso, a gente vai ter uma agricultura que é químico-dependente. Et donc c'est pour ça qu'on a une agriculture qui est complètement chimico-dépendante. Então, a gente tem hoje o capitalismo controlando as duas pontas da produção agrícola. Donc on a vraiment un capitalisme aujourd'hui qui contrôle les deux pointes de la production agricole. Por um lado, produzindo os fertilizantes químicos, as sementes tratadas, entre aspas, e os agrotóxicos. Donc on a d'un côté voilà, l'industrie qui va produire les engrais, les plantes qui sont traitées et les agrotoxiques. E, por outro lado, as grandes empresas que fazem o comércio internacional dessas mercadorias, dessas commodities, da soja e do milho, do café, enfim, de todas as grandes commodities, as grandes mercadorias. Et à l'autre bout de la chaîne, vous avez les grandes entreprises de négoce internationales qui vont contrôler ce commerce de commodities, de marchandises, qui sont le soja, le maïs, le café. Então, o que acontece é que hoje a gente tem uma área igual ao território da França continental, só em soja nos países do Mercosul. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que rien que dans les pays du Mercosur aujourd'hui, on a une superficie équivalente à la France qui n'est consacrée qu'au soja. Cette dimension du capitalisme, c'est qu'aujourd'hui le capitalisme il est mondialisé, et donc on a des acteurs qui sont diversement situés dans la chaîne de production. Alors ce que tu rappelles, c'est que sur la question stricte des pesticides, le marché des pesticides c'est 60 milliards de dollars par an. Les principaux acteurs de la production de pesticides, on va les citer, c'est le groupe suisse Syngenta, les Allemands Bayer et BASF, qui d'ailleurs produisaient généralement des produits chimiques pendant la Seconde Guerre mondiale, et l'entreprise états-unienne Corteva. Alors là, on arrive sur la question précise de ce que tu appelles colonialisme chimique, c'est que les plus gros acteurs de l'industrie de production de pesticides sont européens, et pourtant, depuis 2006, l'Union européenne est l'entité mondiale qui a la législation la plus restrictive concernant l'utilisation des agrotoxiques, grâce à un règlement spécifique qui s'appelle REACH. Et donc, on est dans une situation où nous produisons ce qui va pourrir
détruire le sol au Brésil, en Amérique latine, ce qui va polluer les eaux, les sols, ce qui va déclencher des maladies, mais loin de chez nous. Est-ce qu'on peut revenir sur ça? Et peut-être aussi une question... produtos que vão criar doença fora da gente. Et une question précise aussi, est-ce que tu peux reconstituer la chaîne des acteurs? Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a des méchants industriels européens, mais ils ont forcément des relais sur place. E quais são os parceiros? Sim, essa pergunta é central. Donc c'est une question centrale. Então, o colonialismo, que foi esse colonialismo clássico, histórico, né? Donc le colonialisme, alors d'abord le colonialisme historique. Ele foi uma apropriação dos territórios, por exemplo, da América Latina. Donc c'était donc une appropriation des territoires étrangers, par exemple en Amérique latine. Que interessava, obviamente, as metrópoles, ao que hoje são os países europeus. Donc une appropriation qui évidemment profitait aux métropoles de l'époque, qui aujourd'hui sont les pays européens. Com não apenas a conivência, mas com a parceria das oligarquias nos países latino-americanos. Mais cette appropriation s'est faite pas seulement avec la connivence, mais aussi avec le partenariat actif des élites locales. Justamente como acontece hoje. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Então, eu fico à vontade para usar essa palavra, vou dizer por quê. Donc c'est pour ça que je suis très à l'aise d'utiliser ce mot colonialisme, je vais vous expliquer. Há uma estrutura colonialista nestes países. Donc il y a une structure colonialiste dans ces pays. O que é isso? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? A terra, a propriedade da terra extremamente concentrada. Donc la propriété de la terre qui est extrêmement concentrée. Esses grandes proprietários com poder économique et politique. Ces grands propriétaires qui ont un grand pouvoir économique et politique. E esse poder político que é uma ultra-representatividade, há uma ultra-representatividade desse setor, seja no executivo, seja no legislativo, seja também no judiciário destes países. Et ensuite, ce pouvoir politique, il est ultra représenté dans le pouvoir économique, exécutif, législatif et même judiciaire du pays. Então, como é que é possível que no Brasil, dos 10 agrotóxicos mais vendidos, 5 são proibidos na União Europeia? Alors, comment c'est possible qu'au Brésil, parmi les 10 agrotoxiques qui sont les plus utilisés, 5 sont interdits en Union européenne? Porque a gente tem justamente o Estado brasileiro. Parce que justement, on a l'État brésilien. Mediando os interesses dos grandes proprietários de terra e das grandes indústrias químico-farmacêuticas sediadas no norte, principalmente na União Europeia. Et donc l'État brésilien, en fait, qui va chercher à satisfaire les intérêts de ces grands propriétaires et aussi des grandes entreprises agrochimiques du nord. Então, parecido com o momento do colonialismo histórico, hoje a gente vê a mesma lógica se reproduzindo numa outra esfera. Et donc, en fait, on voit vraiment les mêmes logiques se reproduire par rapport au colonialisme historique, sauf qu'aujourd'hui, ça se produit dans d'autres sphères. Então, hoje a gente tem a União Europeia controlando 1/3 das vendas mundiais de agrotóxicos. Donc, aujourd'hui, l'Union européenne contrôle 1/3 des ventes d'agrotoxiques. Com a legislação mais restritiva do mundo. L'Union européenne qui a la législation la plus restrictive au monde. Vendendo substâncias que são proibidas aqui. Qui vend des substances qui sont interdites en Europe. E com níveis de resíduos nesses outros países que são dezenas, centenas e às vezes milhares de vezes maiores do que os resíduos de pesticidas autorizados aqui na União Europeia. Et ensuite, on a dans les pays du Sud des limites maximales de résidus qui sont des dizaines, des centaines, parfois des milliers de fois supérieures aux limites autorisées en Europe. Para concluir, eu usaria uma metáfora e diria o seguinte: enquanto a escravidão era permitida nos países do Sul, não era algo permitido na Europa. Então, Donc, pour terminer, je vais parler de cet exemple, c'est que tant que l'esclavage était permis dans les pays du Sud, c'était pas un problème en Europe. E o mesmo duplo padrão hoje a gente pode enxergar vendo como é que se dá essa relação por meio dos pesticidas. Et en fait, on peut vraiment voir cette double norme, ce double standard aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un problème dans les pays du Sud et ça n'en est pas un dans les pays du Nord. Je voudrais peut-être relever quand même quelques chiffres aussi qui sont dans le livre pour montrer comment tout ça est quand même assez emboîté, c'est-à-dire l'utilisation massive de pesticides
va avec la concentration foncière à outrance, va avec l'agriculture d'exportation. Donc déjà, pour dire qu'au Brésil, on est vraiment dans une situation de fuite en avant, hein, puisqu'on relève dans le livre qu'entre 2010 et 2021, l'utilisation d'agrotoxiques a bondi de plus 78%. Tem uma aceleração nesses últimos Que, 20 anos. en fait, les 90% des agrotoxiques sont répandus sur 5 types de cultures. Et vous allez voir, ce n'est pas des cultures alimentaires par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc les 90% des agrotoxiques sont répandus sur le soja, le maïs, le coton, les pâturages pour faire la viande. On sait que le Brésil est un grand producteur de viande, et la canne à sucre. Voilà. Et un autre exemple que tu dis, c'est aussi le recours aux semences modifiées, qui sont dans les mains des mêmes, en fait. Hein. C'est les mêmes groupes qui produisent les pesticides, qui modifient les semences. Et quand les semences sont modifiées, elles sont d'autant plus dépendantes aux pesticides. Donc on est vraiment dans un espèce de cercle d'empoisonnement sans fin. Et pour enchaîner ce cercle d'empoisonnement, il n'épargne pas les Européens, parce que ce que tu expliques, c'est quand même, il y a un effet boomerang, c'est-à-dire que ces agrotoxiques qu'on répand dans des quantités astronomiques au Brésil nous reviennent via les aliments qui sont importés en Europe. Donc le consommateur européen, il est aussi en bout de chaîne, hein, puisque c'est pas ces paysans, c'est pas nos paysans, c'est pas nos cours d'eau, c'est pas nos terres qui sont empoisonnées, mais à la fin on est quand même en bout de chaîne, on est quand même pris dans ce cercle d'empoisonnement. Quer falar desse círculo de envenenamento? Sim, só para reforçar. De fato, há círculo de envenenamento. Donc oui, effectivement, pour renforcer ce que tu dis, on est face à un cercle d'empoisonnement. Para dar exemplo concreto para vocês. Pour vous donner un exemple concret. 80% dos alimentos que foram monitorados e que são originários do Brasil e importados pela União Europeia. Donc 80% des aliments qu'on a observés et qui étaient importés du Brésil en Union Européenne tem algum resíduo de agrotóxico. Ont des résidus d'agrotoxiques. E cerca de 8% tem resíduos de agrotóxicos proibidos aqui na União Europeia ou acima do limite autorizado aqui na União Europeia. Et donc dans cet échantillon, 8% avaient soit des résidus d'agrotoxiques qui sont interdits en Europe, ou soit des résidus qui étaient au-dessus des limites maximales autorisées. E não há sanções para isso. Et il n'y a pas de sanctions contre ça. A única coisa é que essa safra em que foi identificado o resíduo, ela não entra na União Europeia, mas nada acontece com os exportadores desses alimentos contaminados. En fait, la seule sanction qui peut se passer, c'est que la récolte qui a été identifiée comme présentant ces agrotoxiques ne va pas pouvoir rentrer en Union européenne, mais en tout cas, le producteur, lui, n'a aucune sanction. Quelques exemples de double standard, tu as utilisé pour l'expression double standard, sur les limites de résidus maximales autorisées. Sur quelques produits, alors on a beaucoup entendu parler du glyphosate. Les limites maximum autorisées au Brésil sont 5000 fois plus élevées que les limites maximales autorisées dans l'Union européenne. Alors d'autres produits moins connus, mais le tébuconazole, 1800 fois supérieur à la limite autorisée au Brésil. Donc c'est assez vertigineux, hein, et ça montre aussi la dépendance à ces produits aujourd'hui dans l'agriculture brésilienne. Alors du coup, où sont passés les aliments dans tout ça? La question qui peut se poser, alors on le sait, hein, aussi que cette fuite en avant, elle s'accompagne aussi d'extension des cultures dédiées à l'exportation. D'ailleurs, tu parles de ça comme d'un reflet de l'extension du capitalisme à des espaces qu'ils n'avaient pas encore touchés jusque-là. Donc on pense à la déforestation, par exemple, hein. En Amazonie, mais pas seulement. J'ai appris que aussi la plupart des bassins versants au Brésil sont concentrés dans une région, on prenne leurs sources dans une région, et que là, on a des risques pour la société brésilienne tout entière, jusqu'à Sao Paulo, d'ailleurs, qui se retrouvent exposés, en fait, indirectement. Então, não se fala só da Amazônia, mas também do Cerrado, que também ameaça toda essa região do Brasil. Et du coup, la question que je posais, c'est en quoi cette extension des surfaces consacrées à l'agriculture d'exportation, en quoi cette extension, elle met aussi, par ailleurs, et paradoxalement, j'ai envie de dire, elle met en danger la sécurité alimentaire des Brésiliens. Absolutamente há impacto na segurança e na soberania alimentar do Brasil por conta da expansão dessas monoculturas. Donc effectivement, l'expansion de ces monocultures met en danger la sécurité et la souveraineté alimentaire des Brésiliens. Para dar exemplo muito concreto com dados para vocês. Pour vous donner un exemple très concret. A área de soja cresceu nos últimos anos mais de 100%.
Donc la superficie consacrée au soja, ces dernières 20 années, elle a augmenté de plus de 100%. A área de cana-de-açúcar, mais de 50%. La zone consacrée à la canne à sucre, plus de 50%. E as áreas destinadas aos 4 pilares da alimentação brasileira, Et les zones consacrées aux 4 piliers de l'alimentation brésilienne, arroz, feijão, trigo e mandioca, donc riz, féjant, haricots noirs, blé et manioc, diminuíram vertiginosamente. et ben ces surfaces ont diminué de façon vertigineuse. A área de feijão diminuiu 40% e o Brasil importa feijão há 10 anos. Et donc la superficie consacrée au féjant, l'haricot noir, a diminué de 40%, et aujourd'hui le Brésil importe ces féjants. No Brasil, a fome atinge praticamente 10% da população. Donc au Brésil, la faim touche pratiquement 10% de la population. E a fome na zona rural é maior do que na zona urbana. Et la faim dans les zones rurales est plus importante que dans les zones urbaines. Por isso eu estou dizendo que produção agrícola não é mais sinônimo de produção de alimentos. Donc c'est pour ça que je dis que la production agricole n'est plus synonyme de production d'aliments. A produção agrícola do Brasil aumenta a cada ano e também aumenta a fome a cada ano. Parce que la production agricole du Brésil augmente tous les ans, mais la faim augmente aussi tous les ans. Então a terra agora virou um substrato para a reprodução do capital e não tem nada a ver hoje com... majoritariamente não está relacionada com a produção de alimentos. Donc aujourd'hui, la terre est devenue un peu un substrat pour la reproduction du capital et elle n'a plus rien à voir avec la production d'aliments. En parlant de reproduction du capital, alors, vers la fin de l'extrait, tu fais un parallèle intéressant avec les mécanismes qui sont décrits par Marx, les mécanismes d'accumulation primitive qui ont eu cours il y a 200 ans en Europe, au moment où on a exproprié les communaux des communautés villageoises, qu'on les a virés des terres qu'ils cultivaient depuis des siècles, notamment, tu prends l'exemple écossais, pour mettre des moutons, pour fournir la laine pour l'industrie textile britannique. Et donc, quand tu fais une comparaison en disant qu'en fait, ce processus d'accumulation du capital, en fait, aujourd'hui, c'est ça qu'on voit se dérouler au Brésil, dans des espaces, comme je le disais tout à l'heure, qui étaient a priori tenus en dehors du champ de contamination du capitalisme, par le capitalisme. Et tu parles notamment d'un binôme expropriation-violence. Et on sait à quel point ce phénomène d'extension des terres pour les grands producteurs d'agro-industrie est accompagné d'assassinats massifs de leaders syndicaux, de leaders autochtones, de leaders de militants sociaux environnementaux. Est-ce que tu peux revenir sur cette comparaison que je trouvais très intéressante, notamment sur le cycle expropriation-violence que tu décris dans le cas brésilien contemporain? O capitalismo, ele não... É claro que o processo de acumulação primitiva ele é historicamente determinado. Donc c'est vrai que le processus d'accumulation primitive du capital, il est historiquement situé, déterminé. Mas, e o que foi essa acumulação primitiva? Donc qu'est-ce que c'était cette accumulation primitive? Foi essa forma de roubar as riquezas e acumular essas riquezas para, naquele momento, desenvolver a indústria europeia de forma bem genérica. Donc pour parler de façon générale, c'était une façon de s'approprier, de voler les richesses, de les accumuler pour ensuite pouvoir développer l'industrie. E essa apropriação, ela foi feita por meio da violência e da expropriação, quer dizer, a expulsão por meio da violência. Et cette appropriation s'est faite par le biais de l'expulsion violente des personnes de leur terre. E isso não acabou, isso está presente hoje. Et ça s'est pas terminé parce qu'aujourd'hui ça continue encore. Então, o que hoje a gente vê é um processo violento de apropriação da terra para a expansão dessas monoculturas. Donc aujourd'hui, on voit encore un processus violent d'appropriation de la terre pour que les monocultures puissent s'étendre. Expulsão dos camponeses e dos indígenas. Donc on a une expulsion des paysans, des populations autochtones. Por meio da violência física. Expulsion par le biais de la violence physique. Quer dizer, ameaça de morte efetivamente, queimada das roças. Avec des menaces de mort, des morts effectives ou alors des champs qui sont brûlés. E recentemente, e agora também por meio da violência química. Et aujourd'hui, on a aussi une violence chimique.
nesses conflitos fundiários do avanço da monocultura, Parce que dans ces conflits fonciers d'avancée des monocultures, esses grandes proprietários têm pulverizado as terras camponesas e indígenas com agrotóxico para expulsar ou para intimidar essas populações. eh ben, les grands propriétaires vont pulvériser des agrotoxiques au-dessus des terres des paysans, des autochtones, pour les expulser de leurs terres. Então, assim como no momento histórico da acumulação primitiva, Donc exactement comme lors du moment d'accumulation primitive du capital, a gente tem uma apropriação dessas terras que cai na mão do capitalista de graça, digamos assim, on a donc voilà, une appropriation de ces terres qui vont tomber dans les mains du capitaliste qui va les avoir gratuitement, entre guillemets, por meio da grilagem, land grabbing, à travers ce qu'on appelle en portugais le grilage, qui est vraiment une appropriation de la terre illégale. Então, há uma apropriação ilegal dessas terras que está interessando justamente as elites locais e as indústrias produtoras de agrotóxicos. Et donc, on a cette appropriation de la terre qui va donc intéresser les élites locales et qui intéresse aussi les grandes entreprises du Nord qui produisent ces semences, ces agrotoxiques, etc. Então, quer dizer que a gente continua reproduzindo a mesma lógica colonialista de 300 anos atrás. Donc, on continue vraiment à reproduire cette logique colonialiste qui était la même qu'il y a 300 ans. Com um elemento invisível agora, que é esse da violência química que não existia antes. Sauf qu'aujourd'hui, on a un élément invisible qui est cette violence chimique qui n'existait pas avant. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de rappeler quand même que fondamentalement, à l'origine de la propriété, il y a un crime, quoi. Il y a un crime d'appropriation, il y a un crime d'expulsion des personnes. C'est fondamentalement l'appropriation, fondamentalement un processus violent, peut-être des choses qu'on perd de vue ici, mais que la situation brésilienne permet de nous remettre en mémoire. Tu cites dans le livre 342 meurtres de défenseurs de l'environnement au Brésil entre 2012 et 2021. J'avais envie de poser la question en quoi les populations minoritaires, les autochtones, les femmes sont davantage exposées à ces violences-là. Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus? Comment essas minorias são mais expostas? Sim. Proporcionalmente, os indígenas são a etnia mais intoxicada por agrotóxicos. Donc proportionnellement, c'est vrai que les autochtones, ce sont la catégorie ethnique les plus concernée par les intoxications aux agrotoxiques. Em números absolutos não, mas quando a gente vê a proporção de indígenas intoxicados em relação à população total de indígenas, eles são os mais afetados no Brasil. Donc en chiffres absolus, ce ne sont pas les plus intoxiqués, mais quand on compare la population intoxiquée par rapport à la population totale d'autochtones, c'est là où on voit qu'ils sont le plus représentés. Então, a gente tem uma desigualdade norte-sul. Donc on a une égalité nord-sud. Os do sul são os mais afetados. Donc ceux du sud sont les plus affectés. Dentre os do sul, os indígenas e a população negra. Et dans les gens du sud, ce sont les autochtones et la population noire qui sont les plus touchés. E dentre estes, as mulheres. Et dans ces catégories noires et autochtones, ce sont les femmes qui sont les plus affectées. As mulheres não em números absolutos. Donc les femmes ne sont pas les plus affectées en chiffres absolus. Mas elas são as mais afetadas porque estão afetadas em diferentes níveis. Mais elles sont les plus affectées parce qu'elles le sont à différents niveaux. Eu vou dar um exemplo de uma região do Nordeste em que há um cultivo de frutas tropicais para exportação. Donc par exemple, dans une région du Nord-Est où en fait ils se sont spécialisés dans la culture de fruits tropicaux pour l'exportation. Em que essas mulheres, além de viverem, algumas delas, além de terem vivido abortos involuntários, seguidos por bebês que morreram após o parto. Et donc ces femmes de cette région, soit elles ont subi des fausses couches, soit en fait elles ont accouché d'un bébé qui est mort peu après. E que geraram crianças que desenvolveram puberdade precoce. Et quand elles ont eu des enfants, en fait ces enfants ont développé des pubertés précoces. E quando eu ouvi pela primeira vez falar em puberdade precoce, eu imaginei que eram meninas adolescentes menstruando antes do tempo. Et donc, quand la première fois que j'ai entendu parler de puberté précoce, je me disais que bon, c'était des jeunes filles adolescentes qui avaient leurs règles un petit peu avant l'âge.
Mas não era isso. Eram Mais c'était pas ça. meninas de 2 anos, bebezinhas de 2 anos que desenvolveram mamas e pelos pubianos. Mais non, c'était pas ça. C'était un bébé de 2 ans qui développait des seins ou qui avait des poils pubiens. Então, isso é uma aberração, isso é uma tragédia que para mim, essa é a fotografia do colonialismo químico. Donc voilà, ça c'est une tragédie qui pour moi est vraiment la photographie du colonialisme chimique. Est-ce que tu peux dire un mot peut-être des relais, des complices politiques de cette tragédie? Est-ce que, par exemple, ici, on avait plus d'infos sur ce qui se passait quand c'était Bolsonaro au Brésil? Comment Bolsonaro... Alors j'ai vu, il y a un documentaire que j'ai partagé sur la page Facebook de l'Atelier d'Histoire Critique sur Arte qui s'appelle Pesticides, une hypocrisie européenne. Et dedans, on voit toute la chaîne de comment ils se tiennent, quoi, comment les journalistes, les hommes politiques se tiennent no Brasil, sur cette os question-là au aliados que Brésil. permitem isso. Et on voit aussi, à un moment donné, on voit Bolsonaro dire, je crois quelques jours après son élection, je suis, je ne sais pas ce qu'il dit, je suis votre sujet, ou quelque chose comme ça, quelque chose de très fort aux industriels du pesticide, je suis votre serviteur, quelque chose comme ça. Ah ouais, sou seu empregado, je suis votre employé, votre fonctionnaire. Ouais. Bon, est-ce que par exemple là, avec Lula, le retour de Lula, est-ce qu'il y a des inclinations de ça? Lula vai mudar alguma coisa, é isso? Sim. Bem, durante o governo Bolsonaro, o número de aprovações de agrotóxicos no Brasil quintuplicou. Donc pendant le gouvernement Bolsonaro, le numéro d'autorisation d'agrotoxiques a été multiplié par 5. E os representantes do agronegócio, eles estavam em diferentes ministérios do Bolsonaro. Et les représentants de l'agrobusiness, ils étaient placés dans différents ministères de Bolsonaro. Então, antes de assumir o posto de presidente, o Bolsonaro ameaçou extinguir o Ministério do Meio Ambiente. Donc avant d'être intronisé président, Bolsonaro, il avait dit il avait menacé de supprimer le ministère de l'Environnement. Mas depois ele voltou atrás. Mais ensuite, il a rétropédalé. Mas deixou claro que a pessoa que iria ocupar o Ministério do Meio Ambiente seria indicada pela ministra da Agricultura. Mais il a quand même laissé bien clair que la personne qui serait au ministère de l'Environnement, elle serait nommée par la ministre de l'Agriculture. E de fato, o ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro é conhecido por estar comprometido com o tráfico ilegal de madeira. Et c'est vrai que le ministre de l'Environnement de Bolsonaro, aujourd'hui, il est inculpé dans une affaire de trafic de bois. Esse é um exemplo, eu quero dar um outro exemplo. Donc ça, c'était un exemple, je vais vous donner un autre exemple. O Ministério da Saúde, durante o governo Bolsonaro... Le ministère de la Santé, pendant le gouvernement Bolsonaro... o ministro da Saúde, quando foi perguntado sobre a questão dos pesticidas... Quand on lui a demandé, poser des questions sur la question des pesticides... Ele disse o seguinte, é claro que o Ministério da Saúde está comprometido com a saúde da população, mas ele não pode virar as costas para o agronegócio. Donc il a dit évidemment que le ministère de la Santé est concerné par la santé de la population, mais on ne peut pas tourner le dos au secteur des agrotoxiques. Então, obviamente o governo Bolsonaro foi uma avenida aberta, ele é absolutamente estruturado e comprometido com essa oligarquia rural. Donc évidemment que le gouvernement Bolsonaro, ça a été une avenue des Champs-Élysées grande ouverte pour cette industrie. E com as indústrias químico-farmacêuticas. Et avec les industries chimico-pharmaceutiques. Inclusive com vários encontros entre a ministra da Agricultura e as CEOs das indústrias de agroquímica. Avec notamment des rencontres entre la ministre de l'Agriculture et les grandes PDG de ces entreprises. Bem, o que muda com o governo Lula? Alors, qu'est-ce qui change avec le gouvernement Lula? Menos do que a gente gostaria. Moins que ce qu'on aimerait. Mais alguma coisa neste caminho da agroecologia. Mais il y a quand même quelques pistes vers le chemin de l'agroécologie.
Bem, essa estrutura colonialista que marca os países da América Latina, Donc parce que cette structure colonialiste qui marque les pays d'Amérique latine, ela é extremamente forte. c'est une structure très forte. Então, mesmo nos governos aliados com o campo da esquerda, Donc même avec les gouvernements alliés dans le camp de la gauche, é um desafio avançar nessa temática do agronegócio. c'est vraiment un défi de pouvoir changer les choses dans le domaine des agrotoxiques. Por outro lado, o governo Lula criou o Ministério dos Direitos Humanos, Mais d'un autre côté, le gouvernement Lula a créé un ministère des droits humains, sensível a essa temática, qui est un ministère sensible à cette thématique, e recriou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, et il a recréé le ministère du développement agraire, que reinstaurou diversas políticas públicas voltadas para a produção orgânica, qui a restauré des politiques publiques qui sont tournées vers la production biologique, transição agroecológica, la transition agroécologique, política de alimentação escolar orgânica e agroecológica, la production d'aliments pour les écoles, où c'est une production agroécologique, e também alimentação hospitalar produzida por assentamentos de reforma agrária ou pequenos produtores que produzem de maneira ecológica. ou aussi l'alimentation dans les hôpitaux, produite par des paysans dans des campements, ou en tout cas des paysans biologiques. Então é um governo em disputa, né? Donc c'est un gouvernement qui est en ce moment en dispute, en conflit, enfin en avancé et rétrocesso. Bon, on se doutait un peu, la question était un peu naïve de ma part, mais elle était volontairement naïve. On se doute bien que c'est pas un homme politique providentiel qui va régler le problème de la structure du capitalisme global. Du coup, qu'est-ce qui reste? Il reste sans doute les luttes. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'état des luttes en lien avec le droit à la terre, l'agroécologie? Et alors, c'est purement une ouverture rapide que tu fais à la fin de l'ouvrage, mais tu insistes quand même pour dire qu'il y a un point de rencontre entre l'agroécologie et les luttes féministes particulièrement. Est-ce que tu veux développer là-dessus, histoire de ne pas sortir totalement déprimé de cette rencontre? Para não ficar tudo deprimido, né? Sim. Não seria justo num sábado à tarde vocês saírem de casa e voltarem para casa deprimidos. Ouais, ce serait injuste que, alors que vous êtes venu un samedi après-midi, vous rentriez chez vous en étant déprimé. A gente tem movimentos agroecológicos importantíssimos no Brasil. Donc on a effectivement au Brésil des mouvements agroécologiques qui sont très importants. A gente tem uma resistência incrível a esse modelo do agronegócio. On a une résistance incroyable à ce modèle de agrobusiness. Vou dar alguns exemplos para vocês. Je vais vous donner quelques exemples. Por exemplo, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Brasil. Par exemple, le mouvement des travailleurs ruraux sans terre. Ele é o maior produtor orgânico de arroz orgânico da América Latina. C'est le plus grand producteur de riz biologique d'Amérique latine. E esse movimento foi responsável por uma massiva doação de alimentos durante a pandemia. Et ce mouvement, il a vraiment donné beaucoup d'aliments pendant la pandémie. E a gente tem hoje milhares de experiências agroecológicas no Brasil. Et aujourd'hui, il y a des milliers d'expériences agroécologiques au Brésil. No Cerrado, na Amazônia, na Caatinga, em todos os biomas brasileiros, essas experiências elas estão crescendo também exponentiellement. Et en fait, dans tous les biomes du Brésil, que ce soit l'Amazonie, le Cerrado, la Caatinga, on a des expériences comme ça qui fleurissent et qui fleurissent aussi de manière exponentielle. Então, por exemplo, no Vale do Ribeira, uma região no litoral de São Paulo. Donc, par exemple, il y a une région qui s'appelle Vale do Ribeira, qui est sur la côte atlantique vers l'état de São Paulo. A gente tem movimentos feministas agroecológicos que estão sendo responsáveis por uma grande produção não só de alimentos agroecológicos. Donc là, on a en fait un grand mouvement écologique féministe qui non seulement produit beaucoup d'aliments, como também responsáveis por trocas de sementes, mais aussi elles vont s'échanger les semences. Trocas de conhecimentos, de saberes. Elles vont s'échanger les connaissances, les savoirs. E construção de redes com consumidores nas cidades. Et aussi, elles construisent des réseaux avec les consommateurs dans les villes. E o que tem acontecido hoje é também um reconhecimento, um fortalecimento dos saberes femininos. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est une reconnaissance, ou en tout cas un renforcement des savoirs féminins.
Essas mulheres camponesas, elas estão se dando conta de que elas são guardiãs de um conhecimento ancestral. En fait, ces femmes, aujourd'hui dans les campagnes, elles se rendent compte qu'elles sont les gardiennes d'une connaissance ancestrale. Então, aquilo que durante todo esse processo de tecnificação da agricultura foi considerado invisível, menor, sem importância, Donc en fait, toutes ces connaissances qui pendant cette révolution technique étaient considérées comme méprisables, sans importance, agora estão se revelando como uma grande potência da resistência a esse modelo de agricultura química. et ben aujourd'hui, ça révèle toute la puissance que ça a de résistance face au modèle agrochimique. Só o fato das mulheres manterem os seus quintais agroecológicos, Donc rien que le fait que ces femmes-là, elles maintiennent leur potager agroécologique, elas têm permitido a proteção e a reprodução da biodiversidade. et ben ça a permis de protéger et de reproduire aussi la biodiversité. Porque esses quintais, essas roças, essas hortas femininas, elas são consorciadas, quer dizer, elas têm dezenas, centenas de espécies plantadas todas em conjunto. Parce que ces potagers ou ces champs, en fait, ce sont des potagers qui ont des centaines d'espèces en leur sein. Plantas permanentes, como as árvores frutíferas, por exemplo, e plantas temporárias, como os legumes, as verduras, que em termos de semanas ou meses, eles já são colhidos e consumidos. Et donc dans ces potagers ou dans ces champs, soit il y a des plantes plus permanentes, comme par exemple des arbres fruitiers, mais il y a aussi des plantes qui roulent tous les mois avec des légumes, des salades, etc. E que isso tem uma importância tremenda também na questão da conservação do solo. Et ça a une importance très grande en termes de conservation de sol. Quando a gente está falando de uma chuva nos trópicos, uma chuva tropical, Parce que quand on parle de pluie tropicale, as gotas da chuva são maiores do que as gotas de chuva aqui. parce que les gouttes de pluie, là-bas sous les tropiques, elles sont plus grosses que les gouttes de pluie d'ici. Então, essa energia cinética do impacto da gota de chuva lá no solo, ela é tremenda se o solo estiver descoberto. Et donc l'énergie cinétique de cette goutte, quand elle tombe sur le sol, elle est vraiment énorme, surtout si le sol est complètement nu. E quando a gente está lidando com esses quintais das mulheres, com essa produção feminina, o solo está coberto, porque elas cuidam de deixar esse solo coberto com restos de folhas, com outros restos que estão ali, para protegê-los do sol e da chuva. Alors que voilà, dans ces potagers qui sont occupés par ces femmes, les sols ne sont pas nus, soit il y a des restes de feuilles, ou en tout cas c'est fait pour absorber soit le soleil ou soit la pluie. E o que acontece é que essa microbiota do solo é preservada. Et donc la microbiote du sol est préservée. E ao fazer isso, preservar a microbiota do solo, ter essa mistura de culturas todas juntas. Et donc le fait de préserver cette microbiote du sol, d'avoir cette permaculture, toutes ces cultures qui sont faites ensemble, a biodiversidade ela está preservada, porque os insetos e os outros, todos os animais, desde as bactérias até os pássaros, elas são guardiãs, digamos assim, da própria biodiversidade. La biodiversité est préservée parce que depuis les bactéries jusqu'aux insectes en passant par les oiseaux, ils sont tous préservés dans cette biodiversité. No final do ano passado, teve um grande encontro de agroecologia no Brasil. Donc, à la fin de l'année dernière, il y a eu une grande rencontre agroécologique au Brésil. Que reuniu mais de 5.000 pessoas no Rio de Janeiro. Qui a réuni plus de 5000 personnes à Rio de Janeiro. E as mulheres, elas têm levantado essa bandeira de que sem feminismo não tem agroecologia. Et donc, c'est là où les femmes levaient cet étendard qui disait sans féminisme, il n'y a pas d'agroécologie. Então, é algo que cresce junto, a agroecologia e o feminismo. Donc, agroécologie et féminisme se développent ensemble. As mulheres vão se dando conta da importância do próprio trabalho delas, da condição de guardiã que elas são. Donc, les femmes se rendent compte de leur travail, de leur condition de gardien. Elas se fortalecem nesse processo de conscientização. Et elles se renforcent lors de ce processus de conscientisation. Elas se empoderam na troca com outros grupos de mulheres. Elles s'autonomisent en échangeant aussi avec les autres groupes de femmes.
E elas têm levado isso para a pauta nacional. Et elles ont mis ça sur l'agenda et elles ont inscrit ça au débat national. Por exemplo, todos os anos tem uma marcha em Brasília chamada Marcha das Margaridas. Donc par exemple, tous les ans, il y a une marche à Brasilia qui s'appelle la Marche des Margarides Com dezenas de milhares de mulheres. et qui rassemble des dizaines de milliers de femmes. Então a gente tem um movimento de resistência crescente e potente no Brasil. Donc on a un mouvement de résistance qui est croissant, qui est puissant. E para mim dado que mostra o aumento da conscientização Et donc pour moi, une donnée qui montre vraiment l'augmentation de cette conscientisation, é o fato de que nas últimas eleições, desde 10 anos para cá, os candidatos, muitos deles, eles têm colocado essa temática como uma temática central nos seus projetos de governo. c'est que au cours des 10 dernières années, la plupart des candidats politiques ont mis quand même ce thème à leur programme politique. Claro que os candidatos que se vinculam às temáticas ambientais ou ao campo da esquerda, mas há 20 anos atrás isso não existia e agora eu posso ver esse crescimento. Donc voilà, ce sont des candidats qui sont liés aux causes environnementales, mais en tout cas, il y a 20 ans, il n'y en avait pas autant. Merci. Merci à vous. Alors, on va passer la parole à la salle si vous avez des questions. Avant ça, si vous préparez psychologiquement à intervenir devant tout le monde, quelques petites annonces. Il y a une table de presse des éditions Anacaona qui est à gauche ici. Et l'ouvrage de Larissa Bombardi est en vente au prix modique de 10 €. Voilà, c'est la peine instant publicité. Ensuite, l'atelier d'histoire critique est une association sans subvention. Donc là, il y a un petit pot si vous voulez nous soutenir, si vous trouvez que notre démarche elle est pertinente. Voilà. On s'en sert uniquement pour payer les billets de train des intervenants et parfois à déjeuner. Ça arrive. Ensuite, on enregistre l'intervention puisqu'on est rediffusé sur... on a 2 partenaires radio, hein, c'est Pastel FM à Roubaix et Micro Rebelle, c'est sur Internet, mais c'est une radio qui est basée à Lens. Donc peut-être, si j'ai du renfort, on peut faire déplacer le micro pour qu'on puisse entendre vos questions. Sinon, je vais devoir les couper au montage, ce serait dommage parce que vous allez poser des questions tellement pertinentes qu'on ne veut pas de perte. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Non. Allez, on y va. Bonjour. Alors, vous n'allez pas parler plus fort, c'est juste pour l'enregistrement. Ah, d'accord. Ok. Je voudrais savoir de Larissa si elle a entendu parler du projet pendant le gouvernement Bolsonaro. Du projet, non, ça a été fait, ça existe. C'est des plantations de soja dans des réserves des Indiens. Foi pesadelo esse governo Bolsonaro. Le gouvernement Bolsonaro, c'était vraiment un cauchemar. Então, ele dizia, no discurso do Bolsonaro, ele dizia que os indígenas deveriam ter autonomia, que ele reconhecia o direito à autonomia indígena. Donc en fait, c'est vrai que dans ses discours, il disait « Oh, les autochtones, ils doivent avoir de l'autonomie, je reconnais leur droit à l'autonomie ». Só que a autonomia para ele era o direito, entre aspas, dos indígenas poderem plantar soja. Mais pour lui, son droit à l'autonomie, c'était le droit de pouvoir planter du soja. Tem uma forma muito clara de se apropriar. Os indígenas, quando eles dizem dos territórios autônomos deles... Donc c'était une façon de s'approprier des territoires autonomes des autochtones. Os indígenas estão dizendo de poder ter o controle do próprio território. Et les autochtones, eux, ils voulaient avoir le propre contrôle de leur territoire. Então, só que quando o Bolsonaro pegou a palavra autonomia e virou do avesso, justamente para poder justificar o avanço da soja nas terras indígenas. Donc en fait, Bolsonaro, il a pris en quelque sorte au mot les autochtones qui disaient on veut avoir autonomie sur notre propre territoire, et Bolsonaro a pris le mot autonomie, a dit oui, vous voulez l'autonomie, et ben vous allez avoir le droit de planter du soja. Alors ça me fait penser juste, on continue sur la salle, mais ça me fait penser à une passe d'armes entre Bolsonaro et Macron qui a été un peu médiatisée ici, quand
parce qu'en même temps c'est tellement facile de tacler l'hypocrisie française que Bolsonaro ça devrait donner un cœur joie, mais Macron a dit qu'il fallait mettre l'Amazonie sous statut international et qu'il fallait protéger l'Amazonie de la déforestation. Macron E falou Bolsonaro que teria que colocar a Amazônia num estatuto internacional e Bolsonaro falou que Macron era colonialista. Et il lui a conseillé de se mêler de ses affaires. E Bolsonaro falou, cuida do seu cu. Sachant qu'une partie de l'Amazonie est aussi française, c'est que la Guyane est supposément un Sabendo que territoire parte français. da Amazônia também é francesa, com a Guiana. Il y a des projets extractivistes aussi développés Também par la lá France. tem projetos extrativistas. Parce que Enfim, então era só para falar dessa questão de brincar com as palavras. Sim, sabe? sim, sim, sim. Donc Bolsonaro est anticolonialiste. Então Bolsonaro é anticolonialista? T'as rien à dire? Ou se você não quer falar Sim, nada... não, eu posso falar. Ele é esperto, né? Ele não é anticolonialista, ele é sórdido, né? Ele é quê? Sórdido. Ah oui, donc il est malin, en fait il n'est pas anticolonialiste du tout, mais il est plutôt sordide. Bonjour et merci beaucoup pour cette intervention que moi je trouve particulièrement intéressante parce que je fais partie d'une association ici en France qui s'est retrouvée en procès contre deux entreprises françaises, deux entreprises régionales des Hauts-de-France qui sont parmi les plus impliquées dans l'exploitation du Brésil et notamment la déforestation, qui sont notamment Tereos, qui est une entreprise de sucre, qui est le premier ou le deuxième groupe sucrier mondial et qui au Brésil exploite 300 000 hectares de canne à sucre et qui est propriétaire de la marque Guarani. Voilà, c'est des gens qu'on a vu beaucoup là ces derniers temps, ces betteraviers sur les ronds-points et tout, pour réclamer à ce qu'on puisse réautoriser les néocotinoïdes parce qu'on on peut en épandre voilà, au Brésil mais pas ici, donc ils réclament qu'on puisse en épandre ici. Donc je ne sais pas si vous avez des choses là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'il y a des enquêtes qui sont menées parce qu'en fait dans les raffineries il s'avère que les conditions de travail sont des conditions d'esclavage en fait au Brésil, les raffineries brésiliennes. Voilà, c'est vraiment des... Voilà. Donc ils font de la canne à sucre OGM, enfin voilà, et qu'ensuite ils réimportent, notamment grâce au Mercosur qui a été signé par Lula et par Macron et que tout le monde a réclamé, et eux ils étaient les premiers étonnamment à réclamer. Alors c'est un peu bizarre à l'intérieur des agriculteurs français ce rapport à la signature du Mercosur parce que eux en tant qu'importateurs ils étaient intéressés. Et la deuxième entreprise qui est super présente aussi et de plus en plus au Brésil, c'est l'association familiale Mullier. Donc c'est Auchan, Decathlon, Leroy Merlin qui loue tout, qui habille, etc. Et eux, ils ont de plus en plus d'intérêt au Brésil ? Au Brésil, voilà, parce qu'ils ont une entreprise qui se développe énormément, une entreprise de panneaux solaires et d'éoliennes. Et en fait, aujourd'hui, ils exploitent la plus grande usine solaire du Brésil, la plus grande usine éolienne dans le nord-est. Et je sais qu'il y a beaucoup de luttes de gens là-bas qui sont expropriés pour mettre des éoliennes au nom d'une transition supposément écologique, quoi. Voilà, donc si vous avez des infos là-dessus, en tout cas, je le dis aussi pour nous qui habitons ici, il y a des liens très forts à faire. Sim, sobre Atérios, eu conhecia o caso. Donc sur Tereos, effectivement, je connaissais cette affaire. Que é justamente no estado de São Paulo. Parce que ça se passe dans l'état de São Paulo. Então, o que aconteceu justamente houve uma denúncia por um apicultor que perdeu milhares de abelhas por causa desses neonicotinoides. Donc en fait, c'est un apiculteur qui a fait une dénonciation parce qu'il avait perdu des millions d'abeilles à cause de ces néocotinoïdes. Então todas essas denúncias não estavam surtindo nenhum efeito. Et en fait, toutes les dénonciations qu'il faisait, ça n'avait aucun effet. E a estratégia, digamos assim, encontrada pela Defensoria Pública, por esses
camponeses que estavam próximos às áreas de produção de açúcar. Et donc la stratégie qu'a trouvé le parquet brésilien et aussi les paysans qui étaient dans les zones qui jouxtaient ces territoires où il y avait les pesticides, Foi justamente denunciar a marca do açúcar que estava sendo comercializado com essa cana contaminada por pesticida. et ben ça a été en fait de dénoncer la marque de sucre qui était issue de ces champs qui étaient aspergés de pesticides. E também porque a marca Açúcar Carrefour, Et aussi parce que la marque Carrefour, aham, era justamente a marca de um açúcar produzido nessa área em que acontecia. donc le sucre Carrefour denúncia. était justement produit dans cette zone. Uhum. Então, essa foi uma estratégia muito sagaz, Donc ça a été une stratégie assez maligne en fait de faire ça. porque as denúncias sucessivas sobre a morte dos polinizadores das abelhas não surtiram efeito algum. Parce que c'est vrai que parler de la mort des abeilles, ça n'avait pas vraiment eu d'effet. Agora, eu posso dar um outro exemplo no oeste, extremo oeste do estado de São Paulo, em que há cultura de cana-de-açúcar com uso intensivo de pesticidas. Donc il y a aussi un autre exemple en fait dans l'extrême ouest de l'état de São Paulo, où là aussi il y avait une culture de canne à sucre très intensive avec beaucoup d'usage de pesticides. Essas usinas não contratam trabalhadores por mais de 3 anos. En fait, ces usines, elles n'emploient jamais des travailleurs plus de 3 ans. Justamente porque fica mais difícil comprovar as doenças desenvolvidas por exposição a agrotóxicos se o tempo de trabalho for curto. Parce que, en fait, précisément, ça devient difficile à prouver les maladies liées à l'exposition aux pesticides si la durée d'exposition est courte. Donc c'est pour ça qu'ils limitent à 3 ans. Ça pose aussi une question structurelle du fait que même les autorisations de mise sur le marché de ces produits-là sont données par des instances, alors en tout cas pour le cas de l'Europe, mais je pense qu'au Brésil c'est pareil, sont données par des instances dites neutres et indépendantes, mais sur la base de chiffres qui sont toujours communiqués par les industriels. Então, quem faz a autorização para que produto seja no mercado é baseado nos dados que dão as empresas agroquímicas. Sim, isso no mundo inteiro. Ouais, ça c'est dans le monde entier. Aqui também, as autorizações para em português, mas talvez em francês também exista a seguinte expressão. Donc en portugais, en tout cas, il y a une expression que é como colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. C'est comme en fait mettre le renard pour s'occuper du poulailler. Mas é justamente o que acontece. C'est exactement ce qui se passe. As próprias indústrias de pesticidas apresentam o relatório para comprovar que a substância que elas estão registrando não é cancerígena, não causa malformação fetal, etc. Donc en fait, c'est la propre industrie, entreprise agrochimique qui va présenter son rapport montrant que la substance qu'elle veut mettre sur le marché n'est pas cancérigène et n'est pas mauvaise. É absoluto conflito de interesses. Donc il y a un conflit d'intérêts absolu. E quando alguns pesquisadores mostram justamente por meio das suas pesquisas, essa conexão entre determinado pesticida e efeitos na saúde, muitas vezes eles são perseguidos. Et quand on a des chercheurs qui mettent en relation un pesticide avec un effet sur la santé, ces chercheurs sont persécutés. Eu vou dar 2 exemplos. Je vais vous donner 2 exemples. De pesquisador húngaro, Arpad Putzai. Donc un chercheur hongrois qui s'appelle qual é o nome? Arpad Putzai. Ele viveu na Escócia. Donc il vivait en Écosse. E estudou os efeitos das batatas transgênicas. Et en fait, il étudiait les effets des pommes de terre transgéniques. E por causa disso ele foi perseguido. Et à cause de ça, il a été persécuté. Outro exemplo de pesquisador francês. Ou alors sinon, il y a aussi un chercheur français. Chamado, o sobrenome dele é Serraline. Donc qui s'appelle, son nom de famille c'est Serraline. E ele Serralin. Ouais. Ah, perdão. Serralini, je sais pas comment on dit. Pardon. Ele fez uma pesquisa muito interessante. Il a fait une recherche qui était très intéressante. Ele usou a mesma metodologia que as indústrias usaram para registrar o glifosato. Donc en fait, il a utilisé la même méthodologie que les entreprises utilisaient pour enregistrer le glyphosate.
E ele, ao invés de acompanhar os ratos, as cobaias, por 3 meses, Et au lieu d'accompagner les rats qui étaient donc cobayes pendant 3 mois, acompanhou por 2 anos. il les a accompagnés pendant 2 ans. E ele comprovou, o resultado da sua pesquisa foi de que havia uma proporção muito maior de desenvolvimento de tumores entre ratos que consumiam milho transgênico ou água contendo resíduo de agrotóxicos do que os outros. Et donc, sa conclusion, ça a été que les rats qui consommaient du maïs transgénique ou alors de l'eau qui était contaminée, ils avaient beaucoup plus de maladies que les autres. Esse seu primeiro artigo foi publicado e depois ele foi obrigado a despublicar. Donc, il a publié son premier article et ensuite il a été obligé de dépublier son article. Na verdade, a revista científica despublicou o seu En artigo. fait, c'est plutôt la revue scientifique qui a dépublié son article. Mas depois, vários outros pesquisadores reproduziram a mesma experiência e chegaram nos mesmos resultados. Mais après, plusieurs chercheurs ont reproduit la même expérience que lui avait fait et ils sont arrivés au même résultat. E depois esse artigo foi republicado Et ensuite, cet article a été republié dans une autre revue scientifique. Mas justamente esse trabalho dele foi o que subsidiou a decisão das Nações Unidas de classificar o glifosato como potencialmente cancerígeno para seres humanos. Mais en fait, c'est les travaux de ce chercheur qui ont poussé les Nations Unies à déclarer le glyphosate comme potentiellement cancérigène. Du coup, on est obligé de poser la question. Est-ce que, de ta situation personnelle, est-ce que le fait que tu vives à Bruxelles est lié à tes travaux? Sim, assim como estes exemplos que eu estou dando, eu também fui perseguida por causa da minha pesquisa. Donc c'est vrai que dans tous les exemples que j'ai donnés, je pourrais me citer, puisque moi aussi j'ai été poursuivie, persécutée pour mes recherches. Só que no Brasil a gente não corre o risco só de perder o trabalho, a gente corre o risco de perder a vida. Mais la différence, c'est qu'au Brésil, on ne court pas seulement le risque de perdre son travail, on court le risque de perdre sa vie. Então, enquanto eu publiquei no Brasil meus trabalhos e participei de audiências públicas e dei entrevistas falando em português, eu estava segura. Et donc, au Brésil, tant que je publiais mes travaux, que je donnais des entrevues, mais que en fait je parlais en portugais, ça allait. Mas depois que o meu trabalho foi publicado em inglês e lançado na Europa, aí eu comecei a sofrer diferentes intimidações e ameaças. Mais c'est à partir du moment où mon travail a été traduit en anglais, où j'ai été présenter mon travail au Parlement européen, que là j'ai commencé à recevoir des menaces et des intimidations. Eu sou originalmente professora da Universidade de São Paulo. Donc à l'origine, moi je suis professeure à l'Université de São Paulo. E chegou um momento que ficou tão insuportável que o próprio reitor da minha universidade, que é a maior universidade da América Latina, está entre as 100 melhores do mundo. Et il est arrivé un moment où le recteur de l'Université de São Paulo, qui est quand même la meilleure université d'Amérique latine et elle est dans le top 100 du monde, ele falou, não, eu acho que a professora tem que sair do Brasil, vai fazer um pós-doutorado fora, e se a professora quiser a segurança do campus para escoltá-la enquanto ela está aqui na universidade, eu ofereço isso. Et en fait, il a dit, il faut qu'elle parte faire un post-doctorat à l'étranger, mais sinon, moi, je peux m'assurer de sa sécurité sur le campus. Aí, finalmente, isso que eu estou relatando para vocês foi em 2019, por volta de junho. Et donc là, ce dont je vous parle, c'était à peu près vers juin 2019. E em dezembro, eu fui convidada para dar uma conferência no Parlamento Europeu em Bruxelas. Et en décembre de la même année, j'ai été invitée à faire une conférence au Parlement européen à Bruxelles. E a pessoa que me convidou falou, não, você não volta para o Brasil, você fica aqui e pede para alguém trazer seus filhos. Et donc la personne qui m'a invitée m'a dit, non, mais tu repars pas au Brésil, reste ici et demande à quelqu'un qui prenne tes enfants et qui te les amène. Mas eu fiquei muito segura de fazer aquilo exatamente naquele momento, voltei para o Brasil. Mais bon, j'étais très incertaine, je savais pas s'il fallait que je le fasse maintenant, donc je suis retournée au Brésil. Mas aí a pandemia veio e eu não consegui sair antes de que as fronteiras fechassem. Mais c'est là où la pandémie est arrivée, donc j'ai pas réussi à partir avant que les frontières ne soient fermées. Em agosto desse ano a gente sofreu um assalto muito ruim na casa que eu estava morando na casa da minha mãe. Et donc en août de l'année qui a suivi, en fait, on a subi une attaque dans la maison où on habitait, qui était la maison de ma mère. Muito estranho, inclusive, que
possivelmente era uma forma também de me intimidar, de me assustar. Et donc c'était une espèce d'attaque très bizarre qui était voilà, une façon de m'intimider ou de me faire peur. E aí, finalmente, em abril de 2021, eu saí do Brasil com os meus filhos e, desde então, a gente não voltou para lá. Et donc, je suis finalement partie en avril 2021 avec mes enfants. Et depuis cette date, je suis pas retournée au Brésil. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah oui. Le micro arrive. Merci, bonjour. Et merci pour d'être là déjà et de nous en parler. En feuilletant rapidement le livre que je n'ai pas encore lu, je vois que vous faites des propositions concrètes, c'est bien. Et je voulais savoir où elles en sont, ces propositions. Vous demandez que l'Union européenne cesse d'exporter tous les pesticides qui sont interdits sur son territoire et que l'ONU aussi établisse un cadre réglementaire uniforme, enfin voilà, qui soit le même pour tous les pays du monde. Est-ce que vous êtes soutenu par des associations, des collectifs pour cela et où est-ce que ça en est en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose en cours au niveau de la législation? Sim, eu tenho trabalhado muito, colocado bastante a minha energia na construção de uma aliança internacional para propor uma regulação mondial para pesticidas. Donc je consacre beaucoup d'énergie à ça, la construction d'une alliance internationale qui permettrait de réguler mondialement, internationalement, l'utilisation des pesticides. Nós lançamos essa aliança em março do ano passado em Nova York. Donc on a lancé cette alliance en mars de l'année dernière à New York. E buscando, a gente tem parceiros nos 5 continentes. Et donc on a des partenaires sur les 5 continents. Essa aliança está crescendo. Donc c'est une alliance qui se développe. E a gente quer para esse ano de 2024. Et donc pour cette année 2024, ce qu'on veut, fazer 2 grandes conferências. C'est faire 2 grandes conférences. Uma no Brasil, provavelmente em junho. Une au Brésil, probablement en juin. E outra em outubro em Bruxelas. Et une en octobre à Bruxelles. A ideia é trazer representantes de diversos campos, sociedade civil organizada, academia e especialistas no direito. Et donc ce qu'on veut vraiment, c'est rassembler des gens de divers domaines, donc des gens de la société civile organisée, du monde universitaire, du secteur juridique. Para discutir, para construir uma proposta de uma regulação internacional. Pour discuter de cette proposition de faire une réglementation internationale. Que vise, assim, o nosso objetivo máximo é ter a eliminação programada dessas substâncias. Et donc notre objectif, c'est l'élimination programmée de ces substances. Mas, obviamente, durante esse período, estabelecer as mesmas regras para todos os países do mundo. Mais surtout, pendant cette période, on veut que tous les pays du monde respectent les mêmes règles. Em termos de substâncias autorizadas ou não. En termes de substances autorisées ou non. Por exemplo, uma das nossas principais pautas é eliminar os chamados HHPs. Donc, par exemple, une de nos principales revendications, c'est d'éliminer les HHP, qui sont les pesticides extrêmement dangereux. E também ter os mesmos padrões de limite de resíduo. Et avoir les mêmes limites maximales de résidus partout dans le monde. E qual é o nome dessa aliança? A aliança se chama IPSA. Donc cette alliance, elle s'appelle IPSA, International Pesticide Standard Alliance. Bon, alors je vais me permettre de clôturer. On va remercier Larissa Bombardi et Paula pour la traduction. Merci beaucoup.